l'invitation et merci surtout parce que je trouve important de consacrer une part à la question de la politisation à gauche et à l'extrême gauche de l'école. Parce que, comme je vais vous le montrer, l'extrême droite l'a fait depuis longtemps. Et que nous, sur cette question-là, nous sommes quand même particulièrement à la ramasse. Donc, il suffit, par exemple, de regarder une prise de parole d'un ministre comme Jean-Michel Blanquer ou même comme Pape Ndiaye pour vous rendre compte qu'en fait, c'est très difficile de ne pas être d'accord avec ce qu'il raconte. C'est-à-dire que quand vous avez un ministre qui vous dit il faut vraiment lutter contre les inégalités, ben oui. Quand vous avez un ministre qui vous dit vraiment je suis pour l'égalité des chances, ben oui, voilà. Donc en fait, on a une sorte de ventre mou, de discours extrêmement consensuel sur la question de l'école, en tout cas dans sa dimension diagnostique, sur ce qui dysfonctionne. Et tout ça, à mon avis, est l'une des raisons qui empêche sa politisation. Et c'est d'autant plus paradoxal que vous avez très rarement des gens qui vous disent « Oh non, mais l'école, on s'en fout, c'est pas un sujet important, etc. » C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire « Oh oui, dès qu'on dit école, oui, tout de suite, tout le monde s'arrête, c'est vraiment fondamental, c'est au cœur des choses, etc. » Mais vous voyez, c'est au cœur des choses, mais par exemple, c'est très peu là, et c'est très peu dans la plupart des programmes ou des textes politiques de notre famille politique que l'on peut trouver. En tout cas, c'est très peu en dehors de grands allants de soi. Voilà. Donc je trouve que là, il y a un chantier pour la gauche et notamment pour la gauche de rupture à vraiment investir. Alors, parler de l'école et l'extrême droite, évidemment, c'est un sujet qui est compliqué aussi parce que il faudrait parler de l'école et des extrêmes droites, ce que je vais pas faire parce qu'on va pas revenir sur, surtout qu'il y a un débat national très très dense en ce moment sur la liste, mais on va pas revenir sur toutes ces différences entre les extrêmes droites, mais malgré tout sur la question d'école, ça joue parce que entre une droite nationaliste libérale et une droite intégriste catholique, la façon dont ces groupes travaillent l'école n'a strictement rien à voir. Vous avez d'un côté une extrême droite nationale libérale qui va vraiment investir l'école publique comme un outil ou un espace d'endoctrinement, et puis d'un autre côté, les catholiques intégristes du type Civitas, SOS Éducation, etc., eux vont plutôt plaider pour une école hors contrat, une école sur des bases religieuses, etc. Donc on n'est pas du tout sur le même modèle d'école. Mais j'ai quand même essayé de vous trouver des points à peu près communs sur comment est-ce qu'on peut caractériser en fait ce que serait la pensée d'extrême droite de l'école. Donc je vais commencer par ça, par vous donner un certain nombre d'indications là-dessus. Ensuite, on discutera de la poussée aujourd'hui massive de l'extrême droite sur les questions d'école. Et puis on terminera en rendant hommage à notre camarade Lénine sur cette question du que faire, comme d'habitude, pour laquelle il reste généralement 33 secondes. Et c'est peut-être pour ça que la gauche n'avance pas, d'ailleurs. Donc, une école d'extrême droite, comment l'extrême droite pense l'école, plusieurs points. Alors, vous allez voir que ces points-là, il faut qu'ils soient ensemble pour qu'on puisse la caractériser d'extrême droite. Parce qu'il y a certains points où même nous, on serait des fois pas loin d'être d'accord. C'est évidemment toute la difficulté, et surtout en ce qui concerne l'école. Donc les différents points que je vais donner ne sont pas exclusifs les uns des autres, ils forment un système. Le premier point, c'est que l'extrême droite a une vision extrêmement nostalgique, mélancolique et fictive de l'école. C'est l'école du « c'était mieux avant ». C'est la fameuse école de l'encre violette, des plumes, le niveau était vraiment différent, les élèves maîtrisaient l'orthographe, etc., etc. Alors là, on a tout un travail, notamment en histoire de l'éducation, qui a montré que cette école-là n'a jamais existé, ça n'a jamais été le cas, l'école de Jules Ferry n'a jamais correspondu à ce que l'extrême droite projette de ce qu'était l'école de Jules Ferry, mais ça fonctionne comme un discours de nostalgie
qui est extrêmement efficace, parce que l'école publique étant ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire malade, dysfonctionnelle, lorsque évidemment vous avez un discours du « c'était mieux avant », vous obtenez une adhésion, d'autant qu'on a tous une grand-mère, un grand-père qui nous a dit « de mon temps », voilà, et donc le « de mon temps » est quelque chose qui est extrêmement proactif et qui fonctionne très très bien. Le deuxième point, encore une fois, donc à lier au premier, c'est une école qui est profondément anti-égalitaire, au point d'ailleurs que l'extrême droite a un discours très franc là-dessus, puisqu'elle fustige ce qu'elle appelle l'égalitarisme. Donc en fait, tous ces discours sur l'égalité des chances, etc., pour elle, c'est un discours égalitariste. Donc, on peut à rebours considérer que l'école de l'extrême droite, c'est une école qui est une école anti-égalitaire, c'est-à-dire qui est une école qui assume d'opérer un véritable tri social au sens darwinien du terme, le tri social il est opéré en ce moment, mais là vous avez un tri social au sens darwinien du terme, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des enfants, qui naissent dans des milieux, dans des environnements, et notamment dans des environnements culturels, parce qu'il y a une dimension raciste très forte, donc dans des milieux, dans des environnements qui conditionnent leur futur statut social, et c'est très bien comme ça, c'est une inégalité juste, d'une certaine manière. Donc ça aussi, c'est typique d'une école d'extrême droite. L'école d'extrême droite, par exemple, a un ennemi fondamental qui est la sociologie de l'éducation, et notamment la sociologie critique de l'éducation, donc toute la sociologie issue de Bourdieu. Pourquoi ? Parce que, évidemment, toute la sociologie issue de Bourdieu-Passeron a montré comment l'école reproduit les inégalités et produit et reproduit les inégalités et cherche à y remédier. Donc finalement, c'est la sociologie qui est à l'origine de ce fameux, entre guillemets, égalitarisme fustigé par l'extrême droite. Donc l'extrême droite à l'école, l'extrême droite pour l'école, c'est une idéologie qui va complètement renier toute pertinence à la sociologie de l'éducation, qui est vue vraiment mais comme le grand Satan, donc il ne faut surtout pas s'inspirer. Autre point également, c'est une idéologie qui fustige tout ce qui est pédagogie, avec des éléments de vocabulaire et une logique d'ailleurs typiquement française, parce qu'on la trouve assez peu dans d'autres pays, qui est de dire qu'il y aurait une concurrence entre la pédagogie et les savoirs, et qu'en gros, en France, justement parce qu'on est très égalitariste, donc on aurait plutôt favorisé la pédagogie, ce qu'ils vont même appeler le pédagogisme, on aurait plutôt favorisé la pédagogie au détriment d'une robustesse des savoirs et de la transmission des savoirs. Or, l'émancipation n'est possible que par une transmission des connaissances. Donc, vous avez un discours anti-pédagogique très très fort. Encore une fois, tout ça est à relier au reste, parce que ça, c'est pas propre à l'extrême droite. Je peux l'isoler, tous ces points-là, je peux les isoler, et je les retrouve même à gauche. J'y reviendrai. Donc un discours qui est extrêmement anti-pédagogique. C'est une école aussi qui va mettre en avant tout ce qui est rapport à l'autorité, à l'obéissance, à l'adhésion, et aujourd'hui, on peut le dire d'ailleurs, à une militarisation assumée du modèle scolaire. Que l'on voit d'ailleurs, qui est déjà bien en place à travers différents exemples, on pourra y revenir. L'école d'extrême droite est enfin une école qui s'intéresse énormément au contenu d'enseignement, c'est-à-dire à ce qu'on enseigne. Et il y a des crispations très très fortes sur les programmes scolaires à plusieurs endroits. Par exemple, dans le programme du Rassemblement national, dans le programme présidentiel du Rassemblement national, vous aviez un alinéa qui était consacré au retour du roman national, c'est comme ça que c'était formulé, RN, voilà, au retour du roman national dans les programmes d'histoire. Donc les programmes d'histoire sont un point de crispation très très fort de l'extrême droite, et tous les débats autour de ce qu'ils appellent la repentance, donc l'enseignement de l'histoire coloniale ou l'enseignement tout simplement de l'histoire nationale, que les enfants n'aiment plus la France, et comme ils n'aiment plus la France, il faut en revenir à un enseignement de l'histoire qui est purement identitaire,
hein, et qui vise à refournir en fait une identité commune aux vrais petits Français. Et ceux qui seront dignes d'être Français seront ceux qui accepteront d'embrasser cette culture commune, cette culture historique très franco-française, qui, comme vous l'imaginez, commence à nos ancêtres les Gaulois, hein, et puis ensuite s'enracine avec le baptême de Clovis, Jeanne d'Arc, etc., etc. Donc une crispation très très forte sur la question des contenus d'enseignement, en particulier des programmes d'histoire. Mais pas seulement. Sur l'apprentissage de la lecture, par exemple, l'extrême droite est extrêmement féroce, hein, et c'est elle qui va batailler notamment pour le retour d'un enseignement syllabique, je précise, elle n'est pas la seule, hein, d'un enseignement syllabique contre un enseignement dit global, tout ça ne correspondant à rien de ce qui se fait sur le terrain, hein, mais qui idéologiquement est très efficace, hein, parce qu'un enseignement syllabique, on voit aussi ce que ça peut vouloir dire dans un discours d'extrême droite, attention, hein, c'est-à-dire pas sur le plan des sciences de l'éducation, de ce qu'on sait, hein, mais idéologiquement, l'enseignement syllabique, c'est un enseignement qui est un enseignement complètement conforme à justement une vision très verticale et autoritaire de l'école. Hein, babebibobur, aroriroru, donc on imagine ce truc qui est extrêmement caporalisant, hein, en tout cas tel qu'ils en parlent. Donc, une crispation très forte sur les contenus d'enseignement. Et puis, dernièrement, et ça c'est ce qui va distinguer, dernièrement, ça fait déjà quelques années, hein, mais c'est ce qui va distinguer justement les différentes natures d'extrême droite. Vous avez une extrême droite qui est celle qui est la plus active aujourd'hui, qui est celle qui est la défenseuse d'une école publique et qui s'est emparée de la question de la laïcité. La laïcité étant devenue, quand vous écoutez Marine Le Pen ou un Zemmour, la laïcité est devenue un outil de répression anti-musulman. Il faut clairement appeler un chat, hein. Et on voit bien comment, alors évidemment, le travail a été préparé en amont, tout ça, on y reviendra, mais on voit bien comment aujourd'hui ce principe d'organisation républicain a été complètement désubstantialisé pour devenir compatible avec cette vision très autoritaire et très militarisée et très raciste, évidemment, et très identitaire de l'école d'extrême droite. Alors, je le disais tout à l'heure, pour caractériser une école d'extrême droite, il faut qu'on ait tout ça. Parce que ce qui est compliqué avec la question de l'école, c'est qu'il y a des porosités très fortes avec d'autres groupes politiques. Si je prends par exemple le journal Marianne, sur certaines questions, vous avez des articles que l'on peut quand même considérer comme relevant encore d'une certaine gauche. Voilà, on ne peut pas dire que ce soit un journal d'extrême droite. Sur la question de l'école, le journal Marianne est un des relais les plus efficaces d'une idéologie qui est quand même très très proche de ce que je viens de vous décrire sur l'école d'extrême droite. Donc cette porosité, elle se fait via en fait le courant souverainiste, pour le dire très rapidement. Vous avez une pensée de l'école via le courant souverainiste, via le courant chevènementiste, et ce depuis le milieu des années 80, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais j'ai pas le temps, une pensée de l'école qui en fait a déroulé un tapis rouge à cette inscription de l'extrême droite dans sa définition et sa formalisation d'un système éducatif. Je pense que ces porosités-là, il faut qu'on y réfléchisse. Parce que si on veut vraiment politiser la question de l'école et la politiser de manière, si je reprends la formule de la GES, c'est-à-dire de manière révolutionnaire, radicale et à gauche, il faut qu'on se démarque sans aucun état d'âme et sans aucune exception d'une gauche qui pourrait en revanche être compatible avec certains éléments de l'extrême. Et ce d'autant que, je le disais tout à l'heure, on a des offensives récentes qui sont très très fortes de l'extrême droite sur l'école. Alors, un peu moins récent, vous vous souvenez tous par exemple de la Manif pour tous, et de ces journées de retrait de l'école, ça vous dit quelque chose, 2014, qui a été quand même un très grand succès politique pour l'extrême droite, parce que dans certaines écoles, alors ici je ne sais pas, mais dans les quartiers populaires parisiens,
dans certaines écoles, la journée du retrait de l'école, donc à cause de l'horrible gender, vous vous rappelez, où on enseigne aux enfants de 3 ans à se toucher le zizi pour pouvoir transitionner rapidement, à cause donc de ce fantasme colporté par tout ce réseau, toute cette galaxie de la Manif pour tous, il y a eu dans certaines écoles parfois plus de la moitié, voire les 3/4 d'enfants qui ne sont pas allés en classe ce jour de retrait de l'école. Je veux dire, d'un point de vue politique, c'est un succès absolument colossal. Ça n'a pas vraiment disparu, et même là, ça revient. C'est-à-dire que là, on constate vous avez vu le texte que j'ai écrit sur le spectacle de comment ça s'appelait, Marion, je ne sais plus comment, Roussin, voilà. Le spectacle de Marion Roussin qui est régulièrement attaqué par l'extrême droite et par les réseaux Civitas. Ça revient aujourd'hui énormément via l'éducation à la sexualité. Comme on a un grand discours aujourd'hui, d'ailleurs tout à fait légitime, de l'institution sur la légitimation de l'éducation à la sexualité, et comme la question du harcèlement qui est intrinsèquement liée à l'homophobie ou LGBTQI+, phobie, revient aussi sur le devant de la scène, vous avez évidemment le contre-coup, c'est-à-dire des attaques de l'extrême droite extrêmement fortes et qui reprennent exactement le même registre de vocabulaire de la Manif pour tous, c'est-à-dire que on apprend à nos enfants à devenir homosexuels dès la maternelle, ils sont trop petits pour ça, etc., etc. Et on voit par exemple là se multiplier des interdictions de projection de films considérés comme subversifs pour les petits, que c'est du genre l'histoire d'un petit papillon en dessin animé, voilà. Et on voit aussi par exemple l'interruption, alors c'est pas exactement l'école, mais c'est les mêmes réseaux, l'interruption des lectures dans les bibliothèques publiques, des lectures qui sont faites par les drag queens. Vous savez, il y a tout un mouvement artistique aujourd'hui avec des lectures pour les tout petits par les drag queens et qui sont régulièrement interrompues par l'extrême droite. Donc on a aujourd'hui ce type d'offensive qui est celle d'une extrême droite qui va aller à la fois une sorte de revival des réseaux intégristes catho, avec Civitas, on n'entendait plus trop parler, les revoilà, et puis évidemment en alliance, main dans la main, surtout avec les groupes zemmouriens, qui sont en fait les groupes qui sont aujourd'hui les plus offensifs dans l'école. Je ne sais pas si vous vous souvenez vous vous souvenez forcément de la présidentielle, les profs avec Zemmour. Voilà, ça a été un groupe qui, alors évidemment quantitativement, en tout cas je l'espère, on n'a pas d'enquête précise, je ne pense pas qu'il y ait une très forte implantation dans les différents établissements scolaires, mais la nouveauté c'est que jusque-là on avait grosso modo le collectif Racine où on ne savait pas trop qui était dedans, il ne fallait pas trop montrer sa tête, et les profs avec Zemmour, ils ont montré leur tête tranquillement, et ils se sont fait connaître tranquillement pendant la présidentielle, Zemmour ayant lui-même d'ailleurs fortement investi la question de l'école pendant sa campagne. Ces profs avec Zemmour, pour rejoindre ce que disait Guillaume, sont extrêmement bien organisés, notamment sur les réseaux sociaux. C'est l'offensive la plus récente et la plus impressionnante et la plus angoissante aussi de l'extrême droite sur l'école. C'est-à-dire que leur modalité d'action consiste à rendre public des noms d'enseignants qui, par exemple, ont fait un cours sur l'histoire coloniale. Donc vous avez une photographie d'un cahier d'élèves, avec un commentaire comme vous pouvez l'imaginer, enseigner c'est la repentance, on enseigne l'esclavage, blabla. Et puis tout ça est posté sur les réseaux sociaux, et les enseignants sont pour le coup subissent un véritable cyberharcèlement, avec une réception de la part de l'institution, une impréparation complète de la part de l'institution, qui ne met pas en place de protection. C'est exactement ce qui s'est passé aussi pour l'affaire Samuel Paty, toute proportion gardée, mais qui n'a pas du tout de politique de protection vis-à-vis de ce genre de choses, et qui, lorsque ça arrive, en fait, se contente de dire aux profs, écoutez, alors soit ils se prennent une inspection sur la gueule,
Ça, c'est quand même génial, c'est-à-dire que non seulement on est cyberharcelé, mais en plus, quand même, on se prend une inspection parce qu'on ne sait jamais, il faut quand même voir ce qu'on raconte sur l'histoire coloniale, on ne sait jamais, hein, voilà. Ou alors, l'institution dit, on arrête tout, hein, et c'est ce qui arrivait à Sophie Djigo, une collègue philosophe à Lille, qui voulait organiser une sortie à Calais, hein, dans les camps de migrants, en prépa, hein, donc avec ses étudiants en prépa, qui a été fustigée par les Zemmouriens, et l'institution a annulé la sortie. Hein. Donc on voit bien que la réponse institutionnelle, elle est la panique, en fait, hein, et rien d'autre que la panique. Et la mise en danger des enseignants est particulièrement forte, et de ce point de vue-là, pour moi qui ai travaillé un peu sur les années 30, on retrouve un peu la même logique, hein, c'est-à-dire que vous avez des groupes très très actifs. Donc aujourd'hui Zemmouriens liés à l'Action française, etc. Dans les années 30, c'était vraiment entre la Ligue des Patriotes et l'Action française, hein, des groupes très actifs qui s'organisent pour surveiller les enseignants de leurs enfants. Et Zemmour a appelé à la constitution d'un réseau de parents vigilants. Et ce réseau de parents vigilants, il a pour mission de mettre sous surveillance le travail donné par les profs aux enfants et de dénoncer tout ce qui est considéré comme allant évidemment à l'encontre de leur modèle de l'école. Et quand on regarde des programmes scolaires, il y a beaucoup, hein. On fait l'histoire de l'islam, on fait l'histoire coloniale, on fait l'histoire de Vichy, donc voilà, hein, je veux dire, des opportunités pour dénoncer le travail des enseignants sont particulièrement importantes. Alors, face à tout ça, parce que le temps passe, face à tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour réaffirmer quelques lignes de démarcation extrêmement fortes ? Une chose que j'ai déjà commencé à vous dire, et alors moi, c'est tout mon travail, hein, mais je vous assure que le chantier est long et qu'il est difficile, c'est comment on repolitise la question de l'école publique. Et quels sont les deux moyens les deux axes, on va dire, moi j'aime bien parler de boussole, hein, donc quelles sont à mon avis les deux directions qui pourraient constituer une base de travail pour vraiment politiser à gauche la question de l'école. Et bien, c'est les directions exactement inverses de l'extrême droite. La première, qui me semble vraiment sous-évaluée lorsque la gauche écrit un programme politique présidentiel sur l'école, par exemple, c'est celle de l'esprit critique. Je vous l'ai dit, l'école de l'extrême droite, l'école autoritaire, et même l'école de Blanquer, hein, évidemment, hein, c'est une école de la soumission, c'est une école de l'adhésion, c'est une école du consentement, on peut appeler ça comme on veut, c'est le paradigme du consentement. Hein. Et même l'école, parfois, avec le PS, lorsqu'il y a eu en 2015 les attentats, il y a eu une phrase vraiment qui a fait froid dans le dos prononcée dans l'Assemblée nationale, vous vous souvenez, au moment de la minute de silence, hein, il y a, alors, je ne sais plus si c'était Manuel Valls ou Najat Vallaud-Belkacem qui a dit « Il y a des enfants qui ont posé des questions et ça, c'est insupportable. » La phrase est quand même extraordinaire. Ben, on est aujourd'hui dans une école qui interdit les questions. Donc l'esprit critique, c'est ça, c'est-à-dire comment à la fois dans le dispositif, hein, c'est pas simplement les programmes, hein, c'est dans le dispositif au sens large, c'est-à-dire les pratiques pédagogiques, les lieux, les espaces, comment sont constitués les espaces, hein, et puis bien sûr les contenus d'enseignement, comment est-ce qu'on peut travailler à la relégitimation du doute, de la question, et donc de la possibilité de penser, c'est-à-dire, au fond, comment est-ce qu'on travaille la légitimité pour les enfants, les adolescents, de pouvoir dire non. Mais évidemment, pas se contenter de dire non, hein, mais de travailler à argumenter pour dire non. Ça veut dire accepter aussi que l'école redevienne un espace de la conflictualité. Mais la conflictualité est à la base de la démocratie. Donc là, vous voyez, on a quand même tout un couloir, hein, pour réfléchir de cette façon-là. Le deuxième couloir, c'est celui qui va à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure sur l'idéologie darwinienne de tri social de l'extrême droite, mais aussi d'une droite plus libérale, et en particulier de la Macronie. Réaffirmer l'urgence de la démocratisation scolaire concrètement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute opportunité donnée aux enfants de bifurquer prématurément
va à l'encontre de la démocratisation scolaire. Donc, présenter un métier à un enfant à l'âge de 12 ans, une demi-journée par semaine, c'est ça qui est prévu aujourd'hui dans les collèges, ça veut dire qu'on prépare des bifurcations prématurées. Ce que j'appelle la bifurcation prématurée, c'est l'enfant qui va sortir d'un système commun, d'une école commune, prématurément, auquel on va dire que bien sûr, s'il sort, c'est son choix, bien sûr, parce qu'à 12 ans, tout le monde sait bien qu'un enfant, c'est exactement se déterminer sur son avenir. Donc, s'il sort, c'est son choix, c'est pour qu'il se sente bien, c'est parce qu'il n'est pas fait pour les matières générales, et blablabla, et blablabla. Donc, vous voyez que quand j'ouvre ce couloir d'une école commune, c'est-à-dire d'une école qui interdit les bifurcations prématurées, on peut les appeler comme ça, j'ouvre tout un couloir aussi qui est quelle école pourrait permettre ça? Parce que quelle école publique serait suffisamment désirable et efficace pour que justement les gamins n'aient pas à la quitter prématurément? Et ça veut dire évidemment repenser toute une tradition qui a déjà été pensée par la gauche aussi, qui est celle que le PC avait qualifiée d'école polytechnique, c'est-à-dire une école qui va donner la possibilité, offrir en partage à la fois des modalités et des contenus d'enseignement qui ne sont pas hiérarchisés et qui feront que devenir avocat, devenir médecin ou devenir prof de prépa ne sera pas forcément socialement plus valorisé que de devenir un technicien justement de l'eau ou quelqu'un qui sait réparer tel ou tel truc. Donc ça veut dire que, vous voyez, si je donne simplement ces deux routes-là, il y en aura peut-être une troisième, on pourra en reparler, mais c'est vraiment pour moi les deux plus importantes, c'est-à-dire vraiment la question de l'esprit critique et la question de l'école commune. Là, on ouvre déjà deux chantiers, à mon avis, qui sont possibles à travailler pour une gauche éco-socialiste.